Matériel du Space Rider de l'ESA, revue de Maya Space, débris spatiaux chinois, revue à SpaceX Starbase, revue sur les satellites Kuiper d'Amazon, lancement de la semaine. Je suis Christophe Paget pour Espace News et voici votre revue spatiale. Commençons l'actualité en Europe avec le programme Space Rider de l'ESA. Le Space Rider est un vaisseau spatial réutilisable sans pilote, conçu pour mener des expériences autonomes en microgravité, telles que l'impression 3D ou la fabrication de médicaments pharmaceutiques et bien d'autres encore. Le Space Rider se compose du véhicule lui-même et d'un module de service, une sorte de remorqueur spatial destiné à amener le vaisseau spatial sur l'orbite désignée et à fournir du carburant et de l'énergie pour la durée des expériences. Avio est responsable du module de service et a récemment terminé sa fabrication. Donc, le module est cette semaine en route pour les installations d'Estec aux Pays-Bas pour les tests mécaniques afin de simuler les charges durant le décollage qui sont les plus contraignantes. Quant au véhicule Space Rider, vous vous souvenez peut-être du récent accord de l'agence spatiale portugaise pour permettre à l'ESA d'atterrir son engin aux Açores via un parafoil et des aérofreins pour un atterrissage précis. Cette semaine, EuropeanSpaceflight.com a interviewé Dante Galli, un responsable du programme Space Rider de l'ESA, sur les progrès du Space Rider et les futurs projets. Dante a expliqué que l'ESA avait prévu de se réunir vers la fin de l'année pour discuter et obtenir des financements, je cite, pour la préparation du premier revol du véhicule et la transition vers une phase de commercialisation, d'exploitation et toute évolution possible. Et a insisté sur le fait que les objectifs actuels du projet sont déjà entièrement financés. Le maître d'œuvre du Space Rider, Thales Alenia Space, vise un vol inaugural du Space Rider en 2027 au sommet d'une version améliorée du Vega C, baptisée Vega C+, qui sera doté d'un premier étage à combustible solide P160 plus grand, fabriqué par Europropulsion, une coentreprise entre Avio et Ariane Group, nécessaire pour tenir compte de l'augmentation du poids de la charge utile et de l'orbite souhaitée. Le premier étage P160 sera commun aux propulseurs latéraux d'Ariane 6, qui devraient être disponibles l'année prochaine, augmentant également les performances d'Ariane 6. En fait, c'est en raison de la disponibilité du propulseur P160 que le vol inaugural du Space Rider a été retardé jusqu'en 2027. L'une de ces 16 charges utiles prévues pour ce vol inaugural serait un satellite destiné à être utilisé pour tester le mécanisme de séparation, le vol de proximité et potentiellement la réinstallation dans la soute du même satellite, pour tester non seulement la livraison de satellites, mais aussi la capture de débris dans l'espace. Tout au long de cette année, l'ESA effectuera d'autres tests de chute avec un spécimen se rapprochant à chaque fois plus du véritable véhicule afin de valider les capacités d'atterrissage précises du système de parafoil. Dans une récente interview réalisée par EuropeanSpaceflight.com, encore une fois, avec Johan Leroy, PDG de Maya Space, nous avons appris pas mal de choses intéressantes. Laissez-moi vous les résumer. Pour plus d'informations sur Maya Space, je vous propose de regarder ma vidéo intitulée Tous sur les fusées européennes, première partie, avec un lien dans la description. L'entretien portait sur la question de savoir si les fusées Maya mettraient en œuvre dans leur conception actuelle les résultats du projet Themis financé par l'ESA et développé par Ariane Group, la société mère de Maya Space et plusieurs autres compagnies. Johan a répondu qu'il y considérerait que si ses attentes en termes de performance et de coût seraient satisfaites et qu'il était déjà en discussion avec les compagnies concernées pour créer des partenariats stratégiques. Curieusement, Maya Space n'a pas utilisé l'expérience ni réutilisé les pièces et installations de tests existantes d'Ariane Group, travaillant donc en solo. Maya Space a récemment reçu les premières pièces de son premier étage à son usine de Vernon en Normandie et s'apprête à les tester dans les prochains mois. Johan
a reconfirmé que le premier vol de sa fusée aura lieu le second semestre 2026, avec une version premier étage non réutilisable. Désireux de commencer ses opérations plus tôt pour protéger son analyse de rentabilisation et son retour sur investissement, la réutilisation du premier étage est donc attendue en 2028. La majorité du démonstrateur du deuxième étage est déjà assemblée et devrait être testée au cours du second semestre de l'année, notamment les tests des réservoirs cryogéniques et des tests moteurs. Johan a également mentionné qu'un vol d'essai était attendu au premier semestre 2026, mais n'a pas encore été en mesure de confirmer les profils de vol, mais il s'agirait probablement d'un vol suborbital. La philosophie de Maya Space et de la bouche de son PDG de tester, d'apprendre et d'itérer la conception, un peu comme le fait SpaceX, ce qui est très rafraîchissant à voir et loin de la philosophie de sa maison mère, un compromis entre performance et temps économisé au début, et continuer à améliorer la fusée au fil du temps tout en mettant des charges utiles en orbite. Le modèle commercial de Maya Space consistait à utiliser la même fusée et à offrir diverses capacités de charge utiles, mais en utilisant un premier étage réutilisé ou pas, ainsi qu'en utilisant ou pas son troisième étage, Colibri, pour ajouter une capacité de charge utile supplémentaire de 1 tonne à sa fusée, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Maya sera donc capable de couvrir un poids de charge utile allant de 0,5 tonnes à 2,5 tonnes en orbite héliosynchrone et même jusqu'à 4 tonnes en orbite plus inclinée. J'ai mentionné dans mon dernier épisode que CASC avait lancé une longue marche 3B dans l'après-midi du 23 janvier. Cependant, cela arrive plus de fois que je ne peux les compter, où des segments de fusées chinoises atterrissent sans avoir complètement brûlé dans l'atmosphère et surtout à proximité d'habitations en Chine. Voici une séquence d'une vidéosurveillance d'un moment terrifiant après la chute de segments de la longue marche 3B très près d'un immeuble résidentiel. Mais la Chine n'est pas toute seule. Récemment, le Starship numéro 33, qui a volé le 16 janvier dernier depuis le Texas, a explosé 8 minutes après son décollage, dispersant une grande quantité de débris dans un couloir sécurisé contrôlé par la FAA. Cependant, au moins une pièce est tombée sur une voiture à l'île de Kaike. La FAA est sur le point d'imposer une modification de la trajectoire de vol du Starship pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Un autre exemple est le support métallique d'une palette de batteries qui a été larguée depuis la Station spatiale internationale en 2021, qui n'a pas complètement brûlé dans l'atmosphère et dont une partie s'est écrasée sur une maison en Floride le 8 mars de l'année dernière. Heureusement, aucune victime n'a été déplorée lors de tous ces événements. À Starbase, au site de lancement, SpaceX a poursuivi la préparation de la tour numéro 2 afin de recevoir les baguettes ou bras du Mechazilla. Les 2 baguettes ont été installées sur leur support et montées à la tour. Le personnel a continué de travailler sur le support de lancement de la tour numéro 2, une tâche sans fin semble-t-il. Après le vol d'essai numéro 7, il y a quelques semaines, le support de lancement numéro 1, cette fois-ci, était en cours de vérification et même de réparation, comme nous l'avons également vu sur toutes les occasions précédentes. J'espère que le support de lancement numéro 2 supprimera le besoin de réparation après chaque vol, sinon le souhait de réutilisation rapide du Starship sera compromis. Sur le site de production, l'équipe travaillait sur le déflecteur de flammes pour le support de lancement de la tour numéro 2. C'est une grosse bête qu'ils sont en train de construire. Une section du Starship numéro 35 a été transférée de la Star Factory à la Mega Bay pour continuer son assemblage. La course a commencé pour un accès Internet rapide aux clients des zones reculées depuis l'orbite terrestre basse. Le projet Kuiper est la réponse d'Amazon à la constellation Starlink de SpaceX. Amazon vient d'achever ses premiers satellites de production qui ont été expédiés à Cap Canaveral avant leur lancement sur une Atlas V Duel en mars 2025. Les satellites sont actuellement en cours de traitement et d'intégration dans les carénages de l'Atlas en préparation au lancement. Il n'est pas mentionné combien de satellites peuvent rentrer à l'intérieur des carénages, mais cela représente au moins 6 grandes caisses. Cela fait suite à une longue série de tests réalisés par l'équipe du projet Kuiper depuis la mi-novembre 2023.
Le 24 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 11-6. Le premier étage a volé pour sa 23e fois et a atterri sur un drone ship. Le 27 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 12-7. Le premier étage a volé pour sa 20e fois et a atterri sur un drone ship. Le 29 janvier, ISRO a lancé sa fusée GSLV Mark II depuis l'Inde pour sa mission NVS-02, qui fait partie de la constellation de satellites GPS indien. Le 30 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission SpainSat NG1. Le premier étage a volé pour sa 21e fois et n'a pas été récupéré pour des besoins de performance de la mission. En résumé, du 1er au 30 janvier 2025, 21 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 14 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et un de l'Inde. Je vous quitte cette semaine avec une photo prise par le télescope spatial Hubble du Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine située à environ 160 000 années-lumière de nous dans la constellation Dorado et Mensa. Bien qu'on l'appelle large, elle ne représente en réalité qu'environ 10 à 20% de notre Voie lactée. Il contient des régions de formation d'étoiles les plus impressionnantes de l'univers voisin. En fait, vous regardez une partie du nuage appelée nébuleuse de la Tarentule. Cette image intègre la lumière ultraviolette et infrarouge ainsi que la lumière visible. Les chercheurs étudient ces grains de poussière lointains, aidant ainsi à comprendre le rôle que joue la poussière cosmique dans la formation de nouvelles étoiles et planètes. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.